Bien, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour mesdames Durand et Pilote. Donc j'allais dire bienvenue mais re-bienvenue pour le Café des Purs, pour le dernier numéro de l'année. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à l'ouvrage que vous avez co-dirigé, le roman historique En ses frontières. Et je vais laisser ma collègue vous présenter. Alors, j'aimerais faire la blague de dire qu'on ne vous présente plus déjà, mais la tradition le veut. Alors, bonjour de nouveau Isabelle Durand. Vous êtes professeure de littérature comparée à l'Université Bretagne Sud, spécialiste notamment de la question du romantisme et du roman historique. Vous faites dans vos travaux le lien entre la Bible et la littérature, histoire et littérature, et politique et littérature. Vous vous intéressez également à la réception des figures mythiques. Parmi les ouvrages que vous avez écrits ou co-dirigés, on peut citer l'écriture romanesque des révolutions de Victor Hugo à George Orwell, aux presses universitaires de Rennes en 2012, Les sorcières entre réalité et imaginaire à l'UPPR en 2016, et bien sûr l'ouvrage qui fait l'objet de la deuxième séance du Café des Purs, Qui est cette femme qui surgit comme l'aurore, variation autour de la Bible, des femmes de la Bible, Rennes, à nouveau, au Pur, collection Interférence en 2023. Et donc, bonjour aussi Pauline Pilote. Vous êtes maîtresse de conférences en études anglophones à l'Université Bretagne Sud. Après avoir été à TER depuis 2020, vous êtes également directrice du Master MEF PLC anglais à l'UBS. Vous êtes membre du laboratoire Héritage et Construction des textes et de l'image, l'HCTI, ainsi que représentante de l'université au comité éditorial des Purs. Vos thèmes de recherche s'orientent vers la littérature américaine au XIXe siècle, ainsi que la fiction historique, l'écriture de l'histoire. Vous êtes, en plus de la co-directrice, Patricia Victorin, vous êtes toutes les trois chercheuses au laboratoire HCTI et vous écrivez vous avez écrit l'un des livres présentés au Pur autour de Walter Scott. Bien, je vais changer un peu les traditions et ne pas commencer par la question du choix des Purs. On a déjà eu l'occasion d'y répondre par le passé. Toutefois, nous n'avons pas trouvé dans l'introduction l'occasion qui a poussé à l'édition de votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est venue cette idée ? Oui, alors je peux commencer. Nous pouvons le faire. Très bien, merci. En fait, comme effectivement on s'était rendu compte qu'on avait des champs de recherche communs, toutes les trois finalement on travaillait sur le roman historique, d'une manière ou d'une autre et d'une manière plus ou moins approfondie. On avait eu l'idée déjà il y a un petit moment, ça germait d'organiser un colloque ensemble autour du roman historique. Et puis l'idée a pris forme et ce colloque devait être prévu, je pense... Mars 2020. Mars 2020. Pile au bon moment. Voilà, c'était vraiment la bonne période pour nous. Voilà. Et puis finalement donc ce colloque n'a pas eu lieu et on ne savait pas vraiment alors le faire à distance, c'était pas trop, voilà, on savait pas quand on pourrait le reprogrammer, si on pourrait le reprogrammer. Et on avait des participants qui étaient prêts. Et donc on en a discuté entre nous. On s'est dit on va plutôt faire une publication collective. Voilà, collecter simplement les textes et les publier comme ce qu'on aurait fait à l'issue du colloque. Mais effectivement, il n'y a pas eu le colloque. Merci pour votre réponse. Pour la question suivante, nous souhaiterions vous demander, pour vous, quelle est la définition du roman historique ? Vaste question, c'est le principe même du genre en fait, c'est de mêler histoire et fiction dans des proportions qui sont variables. Donc après c'est aussi tout ce qui nous a intéressé dans justement tracer les frontières du roman historique parce qu'elles sont très 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 floues et elles ont beaucoup évolué. Alors ce que dit Walter Scott, pour le coup, comme je le sais puisque j'ai travaillé dessus, c'est avoir mêlé histoire et fiction, divertissement et instruction. Et qui est au moins, c'est Waverley où c'était il y a 60 ans, donc il y a au moins 60 ans entre le moment d'écriture et le moment de l'histoire. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire qu'il y a un recul historique, un mélange de fiction et d'histoire et une double prétention qui serait divertir et instruire,
ça ne fait pas des contours génériques qui sont des définitions qui sont très 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 précises pour autant. Et donc c'est quelque part en fait entre ce qui serait, ce n'est pas la chronique historique, c'est-à-dire une succession d'événements historiques, c'est pas non plus une biographie romancée qui serait à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire du coup de prendre un personnage historique et de raconter sa vie. Les personnages historiques, les événements historiques forment un arrière-plan et dans les romans historiques, on se concentre d'abord sur des personnages de fiction. Donc c'est des aventures, suivent les aventures de personnages de fiction qui interagissent soit avec des figures historiques, soit avec des moments historiques, soit les deux en même temps. Voilà, enfin, si tu veux compléter. Mais... Oui, en fait, effectivement, le modèle que définit Scott, c'est un peu, voilà, un modèle, un peu un idéal, en fait, avec cette idée notamment de l'arrière-plan historique dans lequel évoluent des personnages fictifs. Et l'idée aussi que l'histoire va jouer un rôle dans l'aventure fictionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un décor voilà, qui est là, posé, et puis il y a une histoire d'amour ou autre qui se déploie. Il y a vraiment l'idée que les personnages, ils sont un peu l'image de leur époque, et que ce qu'ils vivent, c'est lié quand même à une certaine époque historique. Ça ne pourrait pas se passer à une autre époque. Donc ça, c'est un peu la nouveauté, je trouve, de Scott. Mais après, il y a d'autres... par exemple, cette histoire qu'il ne fallait pas mettre au premier plan des personnages connus. Parce que, évidemment, le lecteur pourrait toujours se dire « mais non, ça c'est pas vrai, et puis c'est de l'invention, etc. » Ce qui c'est assez astucieux, effectivement. Mais d'autres écrivains voient différemment. Comme Vigny, par exemple, en France, lui n'hésite pas à mettre au premier plan des personnages très connus. Ça ne le dérange pas, et il va inventer des choses. Il se détache de ce modèle. Donc c'est vrai que c'est la question des modèles et des frontières, en fait, qui nous intéressait. Frontières, ça tombe bien, ce sera un peu notre plan pour la suite des questions, donc merci de la transition quelque part. On va revenir à une question un peu traditionnelle, mais qui a son importance pour comprendre en fait la réflexion qui en découle, c'est pourquoi un tel titre ? Je pense qu'on a déjà un petit peu répondu, mais c'est justement que on s'est rendu compte en fait, en collectant, en relisant les différents articles, que souvent la question de la définition se posait. Est-ce qu'on est dans le roman historique ou est-ce qu'on n'y est pas? Les rapports entre le roman historique et puis des genres qui peuvent être proches. Le roman, je sais pas moi, le roman d'aventure ou bien le roman d'apprentissage, enfin voilà. Est-ce que telle chose appartient au roman historique ou pas? Et donc finalement on s'est dit, en fait le point commun entre tout ça, c'est la question des frontières. C'est un peu ça. Oui, j'essaie de retrouver, mais je ne me rappelle plus. C'était pas le titre initial. C'était pas non plus l'idée de titre qu'on avait pour le colloque. Et en fait, ça nous est venu effectivement plutôt en rassemblant toutes les contributions des participants et des participantes, où on s'est dit qu'effectivement, c'était cette question de la frontière qui intéressait tout le monde. Et pas tant, comme j'ai dit tout à l'heure, les frontières du roman historique, qui était un petit peu ce à quoi on avait réfléchi, mais que cette question de la frontière, elle était de la marge, etc. Elle était là, en fait, y compris au niveau des personnages. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a choisi ce titre, parce que ça nous permettait de décliner plus de choses et pas seulement d'essayer de dresser ce qui serait les contours génériques du genre, qui a été déjà essayé à maintes reprises, et puis sans forcément... C'est pas ça qu'on cherchait à faire avec les contributions qu'on avait, mais plus à réfléchir à la question du roman historique et à la question de la frontière, et de voir comment les deux s'imbriquaient en fait tout le temps, au niveau thématique et au niveau générique. Okay. D'ailleurs, en parlant de roman historique, on a une figure qui revient tout le temps ou presque, c'est même votre spécialité, c'est celle de Walter Scott. Oui. Et justement, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est l'unique figure de référence, ou est-ce qu'on a aussi d'autres grandes figures du roman historique en tête, si vous en avez quelques-unes? Oui, non, c'est pas la figure de référence, mais c'est celui qui reste identifié comme le père du roman historique, avec tous les débats que ça peut supposer, parce qu'effectivement, il n'est pas le seul, il n'est pas non plus le premier, enfin probablement pas le premier, mais il est le premier en tout cas à avoir écrit des romans de façon vraiment très systématique. Et donc à avoir popularisé le genre précisément parce qu'il en sortait un par an, voire deux, voire trois, parfois à certaines années. Et c'est pour ça en fait qu'il est tout le temps là, parce qu'il devient cette espèce de figure tutélaire sur le roman historique, et qu'il a été
très vite et très abondamment diffusé, d'abord en Angleterre, au Royaume-Uni, puis en France, puis en Europe, puis aux États-Unis, puis dans le reste du monde. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on y revient tout le temps. Après, bien sûr qu'il y a d'autres romanciers historiques tout aussi connus. Je pense que Dumas, par exemple, est à peu près à égalité avec Walter Scott, Tolstoï. Moi, j'ai travaillé sur James Fenimore Cooper, qui se réclame de cette parenté-là. En tout cas, en Europe et aux États-Unis, il y a beaucoup d'émules et donc beaucoup d'autres figures de référence comme ça, qui sont à peu près tous les noms que j'ai déjà cités sont au 19e. Donc oui, il y a vraiment une époque, à la suite de Scott, dans ces années 1820-1830, où ça a beaucoup de succès en Europe et beaucoup d'écrivains se mettent à écrire des romans historiques. Pushkin aussi. Ouais. Et puis il y en a aussi en Allemagne. Voilà. Et Dumas, bien sûr. Hugo aussi. Oui, Hugo, bah oui. bien sûr. On parlait de frontières, on parlait de frontières des genres. C'est parfait, c'est le premier point qu'on aborde ce midi avec vous. La première question, je vais me tourner plus vers vous, Isabelle Durand. Vous êtes donc professeure de littérature comparée. Est-ce que les récits mythiques, à l'image de l'Iliade et de l'Odyssée, peuvent-ils être considérés comme étant des romans historiques? Alors, spontanément, je dirais non. Ça correspond pas. Alors d'abord, ça ne correspond pas effectivement à la définition, même très très vaste, qu'on peut donner d'articulation d'une fiction, d'une histoire fictionnelle sur un fond qui se veut réaliste et donnant l'image d'une époque historique donnée. Même si après on peut contester la réussite, mais Scott, par exemple, il essaye quand même de transcrire ce qu'il pense être les mœurs d'une certaine époque, avec des événements précis, avec des personnages précis qu'on peut reconnaître, des personnages historiques. Donc, effectivement, dans le recueil, il y a un article qui interroge un peu ce lien, en montrant quels peuvent être les points de rencontre, effectivement, les points de rencontre entre ce qui est de l'ordre de l'épopée et puis ce qui est de l'ordre du roman historique. Donc c'est toujours intéressant, évidemment, d'y réfléchir, mais il me semble que ce sont quand même deux genres très éloignés. Il me semble. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, je suis d'accord avec ça. Moi, je dirais non aussi à cette question, tout simplement parce que les catégories de romans et d'histoire, telles qu'on les entend en tout cas aujourd'hui, telles qu'on les entend à partir du 19e siècle, n'existent pas dans l'Antiquité. Ouais, et donc on ne peut pas parler de roman historique parce que ces catégories, puisque la définition du roman historique, c'est de jouer sur la frontière entre les deux. Tout ça, la question ne se pose pas. Après, ça n'empêche pas que c'est intéressant de se poser de la question éventuellement des correspondances entre les deux. Et c'est pour ça que cet article est intéressant. Il y a la question du merveilleux, quand même. La question du merveilleux qui pose question, en tout cas, qui est difficile à intégrer dans le roman historique, en tout cas dans le roman historique classique du 19e siècle. Justement, en parlant de merveilleux, l'imaginaire est très présent dans les romans historiques. Et du coup, jusqu'à quel point en fait on peut aller dans l'imaginaire et sortir de l'histoire dans un roman historique? Alors, on considère ça toujours comme un roman historique. Alors, je pense qu'il y a évidemment des variations. Et puis, souvent, les historiens n'aiment pas les romans historiques parce qu'ils vont toujours trouver que telle chose n'est absolument pas possible ou contredit ce que l'on sait. Donc, il faut que ça contredise pas trop ce que l'on sait, en tout cas ce que la plupart des lecteurs savent et connaissent. Je pense qu'il y a la question du coup après de la vraisemblance. Voilà, il faut que, évidemment, ce qui est raconté, on ne peut pas dire que ça s'est passé, mais on ne peut pas prouver avec certitude que ça n'a pas pu se passer, en fait. Voilà, ce qui aurait pu être. C'est un peu l'une des définitions qui est donnée souvent. Ce qui aurait pu être. C'est à moi, très bien. Donc, merci tout d'abord, ça nous a permis, ces questions autour de la frontière des genres, de, je dirais, recontextualiser ce qu'est le roman historique selon vous. On aimerait maintenant s'attarder sur la dimension des frontières géographiques. Et donc, Pauline Pilote, vous avez écrit un article dans l'ouvrage qui parle beaucoup de ce concept de frontières géographiques. Et j'aimerais vous demander de quelle manière Walter Scott s'inspire-t-il des paysages écossais pour écrire? Dans Red Gauntlet, qui est le roman en question, ou en général?
en général, ou si vous préférez répondre par rapport à Red Gauntlet, c'est très bien aussi. Alors, je pose la question parce qu'en fait, Red Gauntlet, parce que vous parlez de la question des frontières et que donc Red Gauntlet, qui est un des romans tardifs de Scott, sur lesquels j'ai fait mon article, se positionne littéralement sur la frontière, mais la frontière entre l'Écosse, la frontière nord de l'Angleterre, frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. Et les personnages n'arrêtent pas de faire des allers-retours de partout dans la frontière. Et ça, c'est un des paysages qu'on retrouve pas mal effectivement dans ces romans. Et moi, j'interroge à ce titre-là la question de la frontière géographique. Après, dans le reste de ces romans, et en tout cas ces romans écossais, ils s'inspirent beaucoup des paysages de l'Écosse, mais plutôt des paysages des Highlands, donc tout ce qui est beaucoup plus au nord, et pour le coup qu'il connaît beaucoup moins bien, et qui sont... Je ne pense pas qu'il s'en inspire pour les écrire. Par contre, il utilise le potentiel fantasmé en fait, de ces territoires-là, qui sont des paysages beaucoup plus sauvages, beaucoup moins urbanisés que la frontière beaucoup moins urbanisés que la frontière avec l'Angleterre à l'époque, et dans le passé dans lequel il présente ces histoires. Et donc, du coup, je réponds un petit peu à moitié à votre question, entre les deux de votre question, parce que la question, le pays s'en inspire, oui, mais pas dans Red Gauntlet. Je pense que dans Red Gauntlet, c'est beaucoup plus. Du coup, il utilise la frontière non pas dans sa dimension imaginaire et de tout l'imaginaire qu'elle véhicule, mais dans sa dimension vraiment pratique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traverse la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, que ce soit à pied, à cheval, en bateau, parce qu'il y a tout un tas de scènes qui se passent justement à l'embouchure de la Solway, en fait, le fleuve qui fait la frontière entre les deux. Et donc un paysage vraiment de marge qui n'est pas du tout le même que les paysages des Highlands qu'il utilise dans ses autres romans. C'est pour ça que je réponds en deux temps à cette question. Merci. Bien, on va rester sur les frontières géographiques et justement, encore Walter Scott, il nous habitue donc à l'Écosse et à ses récits comme terrain d'aventure. Et justement, Pauline Pilote, dans l'article que vous avez rédigé, comment choisit-on un lieu, un espace géographique et pourquoi? Du point de vue de l'auteur? Du point de vue de l'auteur, oui. Alors, comment est-ce qu'on choisit un lieu? Je ne sais pas. Je ne sens pas romancière moi-même. Je ne peux pas vous répondre. Je peux essayer d'imaginer, en tout cas, pour Scott. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, il joue sur cette frontière-là. C'est-à-dire le lieu d'interface, mais aussi de contraste entre l'Angleterre et l'Écosse. Et donc, comme ils sont en place, en plus, dans un contexte des révolutions jacobites, et donc, en fait, des Écossais qui vont aller s'opposer aux Anglais, il utilise la frontière pour toute la potentialité. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que j'analyse, toute la potentialité que ça lui apporte. C'est-à-dire que ça permet d'être un territoire à la fois d'opposition et de rencontre entre deux peuples, enfin, en tout cas, les Anglais d'un côté et les Écossais de l'autre. Très bien. Pour la prochaine question, je l'avais normalement dédiée à Pauline Pilote, mais je pense que ce serait plus intéressant justement d'avoir deux points de vue. Est-ce que vous avez remarqué, vous, des spécificités en lien avec le roman historique en fonction de l'ère géographique qui est choisie pour raconter une histoire, un récit? Oui et non. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, je pense que ce qui est un des apports de notre ouvrage, de l'aspect collectif de l'ouvrage, c'est qu'effectivement on a réussi à croiser, parce que vous étiez en littérature plutôt francophone, moi plutôt anglophone, qu'on a des collègues hispanophones, sur des littératures hispanophones et australiennes qui se sont ajoutés, enfin en tout cas qui ont participé. Je pense que ce qui en fait l'intérêt, c'est justement de voir que on peut se positionner dans plusieurs espaces et de les mettre et les prendre tous ensemble. Que ce soit un roman historique sur l'Australie, ou que ce soit un roman historique sur Cuba, ou que ce soit les États-Unis ou l'Europe. Après, alors, à titre personnel, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est de voir que justement, malgré ces différentes aires géographiques, finalement, les réflexions sont toujours les mêmes. Et ça, je pense que ça vient en partie de la place qu'a pris Walter Scott et de la diffusion de Walter Scott. Il fait comme si tout le monde, finalement, que ce soit Cuba ou la littérature anglophone, enfin hispanophone, anglophone ou francophone, les références et le cadre générique reste le même, et donc en fait, peu importe l'ère géographique, on retrouve finalement toujours un peu les mêmes questions. Et ça, j'y avais pas. C'était des questions que je m'étais un peu posées moi dans mes propres recherches, parce que je travaille à la fois sur le monde britannique et le monde américain, enfin nord-américain. Mais je pensais pas que ça irait jusqu'à Cuba, par exemple, ou jusqu'à l'Australie, ou en tout cas à des aires géographiques qui sont beaucoup, beaucoup plus éloignées.
Et il me semble qu'effectivement, ce qu'on retrouve, c'est l'idée d'écrire dans les marges, en fait. En général, on dit que le roman historique écrit un peu dans les marges de l'histoire, enfin, ou dans les silences de l'histoire. Et du coup, oui, effectivement, dans ces régions, il y a aussi toute la question du post-colonial qui arrive, c'est-à-dire voilà, écrire du point de vue des minorités, des marges, et ça va être plus visible. Enfin, en tout cas, nous, on l'a plus découvert effectivement dans les collègues qui nous ont envoyé des articles sur l'Amérique du Sud. Voilà. Ouais, carrément. Vas-y. Et Donc on a troublé leur... Non, mais on a trouvé un bon filon, justement, avec cette histoire de post-colonial. Et justement, de cette manière, est-ce qu'on peut qualifier le roman historique de genre européen ou est-il présent ailleurs en Europe? Non, il est vraiment présent ailleurs qu'en Europe. Hein. On n'a pas tout balayé, hein, loin de là, dans notre recueil, mais il y a aussi du roman historique au Japon. Voilà. Il faudrait une enquête plus large, mais je pense que vraiment, c'est un genre assez universel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, mais... on a aussi, j'y ai pas pensé, mais on a le collègue qui a écrit sur Driss Rabi. Oui, sur le Maghreb aussi. Voilà. Donc en fait, effectivement, je pense que c'est pas exclusivement européen. Après, je ne vais pas refaire ta réponse, mais il y a la question du colonial qui se joue. C'est vrai qu'effectivement, quand on parle de Cuba ou d'Australie, en fait, c'est aussi des littératures qui se positionnent en tout cas par rapport à un canon européen au départ. Oui, le modèle, il est sans doute européen au départ, mais il est repris et il est adapté aussi. Ça n'a pas la même forme. Est-ce qu'on peut dire peut-être qu'il est du coup issu initialement d'Europe et qu'après il s'est exporté à travers le monde, ou est-ce que vraiment on a des origines qui sont diverses à la base? Je ne suis même pas sûre qu'on puisse dire que de manière aussi certaine qu'il est d'abord européen qui s'est exporté, parce qu'il me semble que justement en Asie, en Extrême-Orient, il y avait déjà un modèle qui ressemblait, enfin voilà, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, donc, mais qui ressemblait déjà en fait assez fortement à ce roman historique. Donc il n'y a pas forcément une origine... c'est toute la complexité de... moi non plus, je ne suis pas du tout spécialiste du roman oriental, mais pour le coup, quand on disait... quand je disais qu'il y a tout un débat en fait, autour de la paternité de Scott, ça fait partie du problème. C'est-à-dire que c'est la paternité de Scott parce qu'on a un prisme occidental. Mais en fait, si on déplace le prisme, la paternité change complètement. Oui, si on va au Japon, ce ne sera pas forcément Walter Scott, par exemple. Exactement. D'accord, je vois. Du coup, donc on parlait de cela. Je vais rebondir un peu sur le côté un peu historique et vous demander... Est-ce que les courants historiographiques ont impacté l'écriture du roman historique? Plus toi Alors, qui oui. Oui, de diverses façons. C'est-à-dire que, évidemment, l'histoire romantique telle qu'on la connaît, par exemple, avec Michelet ou avec des historiens comme Augustin Thierry, elle est liée, alors elle est influencée par le roman historique et elle influence aussi le roman historique. Et c'est aussi ce moment où ça se sépare, en fait, où l'écriture de l'histoire se sépare de l'écriture littéraire. Enfin, voilà. Donc, il y a des liens très forts. Et donc, les historiens romantiques lisaient Walter Scott, admiraient beaucoup Walter Scott. Oui, voilà. Je ne sais plus, c'était quoi la question? L'impact des courants historiographiques du coup sur le récit du roman historique. Et donc, après, je connais moins les périodes suivantes, mais il y a une influence aussi d'une nouvelle manière d'écrire l'histoire sur le roman. Mais peut-être que le roman aussi prend une place qui va être un peu cette place de cette narration qui est un peu plus délaissée peut-être par les historiens. Très bien. On vient vers vous un petit peu, Pauline Pilote, pour vous demander pourquoi, selon vous, l'idéal chevaleresque est-il présent dans le roman historique? Alors ça, pour le coup, je pense que c'est Scott le responsable. En tout cas, en partie, c'est-à-dire que il y a
à l'époque romantique, fin 18e, début 19e, il y a de nouveau tout un engouement pour le Moyen-Âge. Mais un Moyen-Âge qui est complètement réimaginé, complètement fantasmé, qu'on va retrouver dans le roman gothique, par exemple, qui n'a rien à voir avec le Moyen-Âge historique, et sur lequel, entre guillemets, Scott va capitaliser. C'est-à-dire qu'il y a tout cet engouement-là, et puis lui va s'en emparer pour essayer justement d'intégrer à son roman historique, et c'est Ivanhoé. Et après, Ivanhoé a eu un tel... Alors qui se situe un petit peu entre un Moyen-Âge historique et un Moyen-Âge complètement fantasmé, qui était celui, si je schématise un petit peu, mais qui était celui des romans gothiques. Et en fait, Ivanhoé va avoir un tel impact et un tel retentissement que du coup, ça va relancer en fait un intérêt pour le Moyen-Âge. Et donc, c'est pour ça que l'idéal chevaleresque est en grande partie présent, aussi parce que je pense il y a une fascination qui reste en fait pour la période médiévale et en particulier pour la période cette espèce d'imaginaire médiévaliste complètement fantasmé. Et alors je parle du monde anglophone que je connais mieux, qu'on va retrouver en fait avec un grand retour plus tard au 19e, en fait à l'époque victorienne, un grand retour vers la matière arthurienne, vers les romans de chevalerie, etc. Mais ça c'est après Scott et je pense que c'est Scott qui fait la charnière, enfin c'est Walter Scott qui fait la charnière entre les deux. Peut-être que tu veux compléter avec le... Oui, non, je dirais la même chose. C'est-à-dire qu'en France, c'est l'influence de Scott qui fait redécouvrir... Enfin, il y a déjà une redécouverte du Moyen-Âge à la fin du XVIIIe siècle, mais là, ça donne vraiment une visibilité et une sorte de manie, hein, vraiment, de manie du Moyen-Âge, effectivement, d'un Moyen-Âge très stéréotypé. Hein, oui. Chevalier courtois, par exemple. Voilà. Ou ce courtois, les tournois, les banquets, ce genre d'image en fait qu'on a encore. Donc on a du coup passé en revue les différentes frontières du roman historique, donc frontières du genre, frontières géographiques et frontières temporelles. On va s'attarder un peu plus maintenant sur l'écriture en elle-même du roman historique. On a bien conscience que vous n'êtes pas romancière. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur... comment dirais-je, dans quelle mesure est-ce que... comment je pourrais formuler cela? Dans quelle mesure peut-on rester dans le prisme de l'histoire tout en conservant son propre style d'écriture? Si je me suis bien fait comprendre. C'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux historiens, c'est d'avoir une forme très académique, très difficile d'accès. Et justement, dans le roman historique, ça peut être une porte d'entrée pour certaines personnes à une manière de faire de l'histoire. Alors, j'entends grincer des dents dans la salle, mais du coup, dans quelle mesure, justement, enfin, est-ce qu'on peut parler d'histoire en ayant un style d'écriture particulier dans le roman historique? C'est compliqué d'y répondre parce que je pense qu'à aucun moment ils prétendent faire de l'histoire au sens académique, tout simplement, là encore, parce qu'au moment où, au 19e, en tout cas, c'est le moment où l'histoire est en train de devenir une science, mais ça prend du temps, et en tout cas de se séparer de ce qui serait les belles lettres, la littérature. Et donc la frontière est très floue entre les deux. Je ne pense pas que, en tout cas, Scott et les romanciers du 19e aient la moindre prétention à faire de l'histoire au sens où écrire un travail académique d'histoire ou un travail universitaire historique. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, la partie, ce qui émerge, l'histoire est une charpente, et ce qui fait le lien entre les deux, ce sont les aventures fictionnelles des personnages fictifs. Et là, pour le coup, il y a toute liberté au niveau du style pour ces personnages-là. Et les écrits historiques, on va les retrouver, mais en source, en référence, en note. Et donc, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression... Même si vous allez trouver des paragraphes, des pages comme ça, où il y a une forme de prétention à un style qui serait historique, un style de la chronique, tout ça, mais ce n'est pas ce qui fait l'enjeu des romans. Oui. Après, oui, je pense à Alexandre Dumas, par exemple. Parfois, il y a des coutures assez visibles. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gros chapitre historique, et puis après, où les personnages sont présentés, etc. Donc, on peut voir une forme de contraste aussi dans l'écriture. Et Dumas, en même temps, en plus, il plagie aussi les historiens de son époque. Hein. Il prend des pages de Michelet, mais qui sont bien écrites, donc ça passe plutôt bien. Voilà, il n'y a pas aussi non plus le même rapport à la propriété intellectuelle. C'est assez complexe à l'époque. Et d'ailleurs, enfin,
là, ça va être vraiment une question pour vous, peut-être sortir un petit peu justement en tant qu'autrice, mais pour vous, qu'est-ce qui doit primer justement dans un roman historique, la fiction ou l'historicité du récit? Pour moi, ce qui doit primer, c'est le fait l'intérêt de lire le roman. En fait, le fait qu'on ait envie de lire le roman, et sans doute qui s'ajoute à ce plaisir le fait qu'on a l'impression peut-être d'apprendre des choses, de découvrir des choses ou de redécouvrir des choses. Je pense que c'est ce que disait Scott finalement, se divertir et aussi instruire. Et je pense que quand c'est bien, quand ça s'agence bien, c'est ça qui fait à mon avis le succès du roman historique. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que pour moi, on lit un roman historique d'abord pour la fiction. D'abord parce que c'est un roman d'aventure, pour la fiction, pour les personnages, pour suivre l'évolution de ces personnages-là. Et le contexte historique vient... Enfin, l'apprentissage ou l'instruction, en tout cas, vient dans un second temps, de se dire, bon, voilà, éventuellement, j'ai pu apprendre ci ou ça. Mais en tout cas, pour ma part, je ne suis jamais allée voir un roman historique pour apprendre quelque chose sur un événement historique. Et je ne sais plus si je l'avais dit l'autre fois quand on avait parlé de la dernière fois que je suis venue. Moi, je suis arrivée au roman historique parce que j'ai adoré Ivanhoe quand j'étais enfant. Et donc, en fait, je suis arrivée d'abord par la fiction, par le plaisir de l'histoire, de l'intrigue, je veux dire, avant d'arriver à la partie historique. Oui, bien sûr. Et donc ce livre aborde davantage des romans historiques qui sont destinés, je dirais, à un public plus mature. Mais est-ce que, selon vous, il existe un roman historique de jeunesse ? Alors oui, je sais que ça existe. L'article sur l'autrice australienne, c'est un roman historique pour la jeunesse. En tout cas, qui est très contemporain, des années 90 ou 2000, je pense. Je ne me souviens plus exactement, et qui est construit, écrit pour la jeunesse. Oui, c'est même, je pense, un filon assez important, en fait, parce que justement, il y a ce côté un peu didactique. On va pouvoir apprendre des choses, voilà, peut-être apprendre aussi à se décentrer, à se transporter dans une autre époque. Donc, il y a pas mal d'auteurs, il me semble, qui écrivent des romans historiques pour la jeunesse. Et est-ce que d'ailleurs dans cette idée-là, on retrouve en fait une vision qui est fantasmée déjà en histoire, on est parcellaire sur notre manière de voir l'histoire, on essaye d'être au plus proche de ce qui existe, mais comme on étudie des périodes qui n'existent plus, c'est difficile. Et justement, le roman historique, est-ce qu'il ne crée pas une vision fantasmée de certaines époques qui peuvent aujourd'hui du coup être vues comme historiques sur notre manière de voir la chevalerie, sur notre manière de voir le XVIIe siècle, etc. Justement, qu'est-ce que là-dessus vous pourriez... Alors oui, probablement que ça introduit des représentations qui ne sont pas forcément justes. Hein. Après, je pense que ça dépend des romans, ça dépend mais c'est aussi, ça participe de l'imaginaire, en fait. Hein. Et de toute façon, je pense qu'il y a une part d'imaginaire dans la manière qu'ont les historiens de reconstituer l'histoire. Oh là là, j'ai dit quelque chose qui Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a aussi cette idée de représentation potentiellement faussée. Enfin, en allant un peu plus loin que ce que vous disiez, c'est-à-dire effectivement potentiellement un petit peu erronée. Je pense qu'à l'inverse, il y a certains romans, mais plus contemporains, qui essayent de corriger en fait ça. Et je pense encore ce roman aborigène, par l'autrice australienne aborigène, qui essaye en fait de re-raconter l'histoire de la colonisation, mais par le prisme d'un enfant aborigène. Et donc c'est effectivement, il y a eu tous les romans historiques. Alors, j'ai pas de titres comme ça là qui me viennent, mais il y a déjà des romans historiques sur les Anglais en Australie. Et là, c'est une façon de raconter autre chose en fait. Et donc, je dis pas que c'est moins erroné ou moins faussé, mais en tout cas une volonté de redresser un petit peu les représentations qui ont longtemps été très eurocentrées, anglo-centrées dans le cas de l'Australie. Très bien. Et il me semble qu'il y a ça aussi un petit peu dans celui sur Cuba, mais je ne suis pas sûre certaine. C'est le même principe.
Très bien, eh bien, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos De rien. questions. On aimerait, Merci. avant de nous quitter, vous laisser un dernier mot. Est-ce que vous auriez pour notre auditoire un conseil de lecture chacune, hormis l'heure de Walter Scott, trop simple sinon, pour, en guise de lecture estivale? Ah bah oui, le dernier Les trois des Mohicans. mousquetaires. Les Trois Mousquetaires Et le dernier des Mohicans. et le dernier des Mohicans. Notre-Dame de Paris. Eh bien, merci. Et merci à vous toutes et tous.